Bonsoir à tous. Alors je vais me risquer à une synthèse, mais à condition de bien voir que la synthèse que je vais vous proposer, elle n'est pas du tout exhaustive et elle n'est pas neutre non plus, c'est-à-dire que ce ne sera pas un moment de réconciliation de tous les conflits et tous les débats qui continuent, et moi-même je serai sans doute partiel dans mon propos. Alors, l'acte de la contention, je propose de le... Enfin, je crois qu'on l'a analysé ce soir à travers trois questions toutes simples. La première, c'est dans quel but, ou pourquoi en deux mots. La deuxième, c'est comment on pratique cet acte. Et le troisième, qui a le plus mobilisé l'attention et les débats, c'est pourquoi, en un seul mot. Alors d'abord, dans quel but c'est la question de l'intention. L'intention d'un acte dont nous savons qu'elle est toujours difficile à connaître et à caractériser. Donc la contention vise, on le sait, à immobiliser la personne, mais pourquoi, dans quel but? Et là, nous pourrons dire d'abord pour son bien. Mais le problème, c'est que le bien de l'autre est toujours interprété, il est toujours objet d'interprétation. Par ailleurs, il y a au moins trois biens que l'on peut envisager pour une personne: son bien-être immédiat, alors je caricature peut-être, le soin, qui peut être d'ailleurs contraire à son bien-être immédiat, et puis sa sécurité, donc la sécurité de la personne, notamment en EHPAD, pour éviter les chutes, c'est un exemple parmi d'autres. Et la sécurité peut être elle-même contraire au bien-être immédiat et aux soins. Alors on pourra dire aussi pour le bien de l'équipe soignante, mais là encore, il y a une diversité d'interprétations sur ce bien. Est-ce que le bien, c'est le confort, et qu'est-ce que ça veut dire exactement que ce confort? Ou est-ce que ce bien, c'est simplement la survie et la capacité à continuer à travailler? Donc, un premier devoir, et cela a été dit de nombreuses fois, c'est de se demander dans quel but on pratique la contention, d'où la nécessité d'un état des lieux, d'une évaluation qui puisse limiter l'arbitraire. Deuxième question, comment? Donc la question des modalités de la contention. Donc on a entendu au début le récit de M. Mel. Pour contenir une personne, il y a sans doute d'autres techniques que celles qui consistent à attacher une personne en étoile sur un lit, regardé par plusieurs paires d'yeux experts en blouse blanche. Alors ça, c'est d'après les récits de contention que j'ai eus, d'après le récit de M. Mel. Et donc, on pourrait dire de ce point de vue qu'il y a une multitude d'actes qui peuvent porter le nom contention, et qu'on ne doit pas définir seulement cet acte de contention par sa finalité, ici l'immobilité, mais aussi par ses conséquences. Donc il y a bien à distinguer la finalité d'un côté et les conséquences de l'autre, les conséquences qui peuvent être psychiques, physiques, morales. Donc cela a été dit aussi, hein, il n'y a pas une seule seconde d'une contention qui n'est pas ensuite marquée dans la mémoire des personnes qui la subissent. Et puis le troisième point, c'est pourquoi, voilà, la racine de la contention, pourquoi l'on pratique la contention, et c'est peut-être là le principal problème, en tout cas le problème dont on a le plus parlé ce soir, c'était l'enjeu principal. Autrement dit, la contention non pas comme problème en elle-même, mais comme symptôme institutionnel. Autrement dit, comment en 30 ans, cela a été posé, hein, on en est venu aux chambres d'isolement, par mon voisin de droite. Alors là, il y a eu plusieurs hypothèses. Domination d'une conception médicale de la psychiatrie, avec ce qui a été décrit comme un terrorisme du diagnostic, qui contribue à une mise à distance du patient. Il y a eu l'hypothèse sécuritaire, donc l'assimilation de la maladie mentale à la violence, qui a l'effet paradoxal d'induire la violence, un peu comme une prophétie autoréalisatrice. Et c'est intéressant parce que ici même, dans cette salle, lors de la nuit des débats, Michael Fossel avait précisément dit que nous passons d'une société de la sûreté à une société de la sécurité, c'est-à-dire une société où les individus se perçoivent les uns les autres comme des menaces. Et dernière explication qui a été de nombreuses fois invoquée, la routinisation des pratiques et la protocolisation du soin, qui peut s'expliquer par un manque de moyens, mais qui s'explique également par un glissement de responsabilité entre celui qui décide de loin et celui qui pratique l'acte. Alors cela a plusieurs conséquences, notamment un soin désajusté, c'est-à-dire des réponses standardisées à des besoins divers.
ce désajustement a lui-même deux conséquences. D'abord, pour le soignant, le désaccord entre le jugement individuel et les protocoles. Et certains philosophes parlent de souffrance éthique pour désigner cela, c'est-à-dire l'écart, la contradiction entre l'acte prescrit par la morale, par les normes, par la loi, et les valeurs du professionnel. Et cette protocolisation peut aussi être comprise comme une violence contre le patient, à qui elle peut laisser penser qu'il est inscrit dans un processus automatisé, irréversible, contre lequel il est impuissant. Et donc favoriser, là encore, une certaine violence. C'était très clair dans le discours de M. Mehl. Donc, ce qui peut éviter la contention, de ce point de vue-là, c'est un lien qui soigne, l'ajustement du soin, qui, d'une certaine façon, qui peut échapper au protocole. Alors, cela pose la question de l'évaluation, d'une évaluation qui ne soit pas uniformisante, qui ne soit pas descendante, et ceci est vrai pour la psychiatrie comme pour toutes les spécialités médicales. Et de ce point de vue, je vous renvoie à notre dernier forum, Peut-on tout évaluer, qui a été filmé également, et qui s'est passé sans débat, en tout cas sans clash, alors même qu'il y avait des positions assez contradictoires précisément sur cette question, avec différentes conceptions de l'évaluation évoquées. Et puis, toujours dans le pourquoi, et puis ce sera pour finir, un dernier point, il ne faut peut-être, un point plutôt épistémologique, il ne faut pas confondre les symptômes de la maladie avec le vécu de ces symptômes qui peut en être la conséquence. Alors là, c'est un problème épistémologique, comme je le disais. Je pense notamment à la Corée de Huntington et aux membres du collectif Ding Dang Dong qui disent que les troubles de l'humeur ne sont pas des symptômes de la maladie, sont souvent interprétés comme tels, mais que les colères sont davantage l'expression d'une frustration qui peut être compréhensible face aux difficultés à communiquer sa pensée. Et donc, il y a un vrai danger à naturaliser certains comportements, à pathologiser certains comportements qui finissent par être considérés comme des composantes intrinsèques du développement naturel d'une maladie, alors que ces comportements peuvent être simplement des réactions, soit au regard, soit aux soins, soit aux incapacités qui sont les conséquences de la maladie. Et de ce point de vue-là, il y a une grande violence à ce que les comportements d'une personne soient regardés uniquement par le prisme de sa maladie, à ce que les personnes deviennent les fous de service, comme cela a été dit. Et là, il y a encore ce risque de prophétie autoréalisatrice. Il y a vraiment un risque à ce que le regard psychiatrique produise ce sur quoi il porte. Et d'ailleurs, c'est ce qui effraie dans l'institution psychiatrique, notamment dans l'imaginaire collectif. Si on prend, je pense à certains films, par exemple L'échange de Clint Eastwood ou Shepherd Island, à chaque fois, il y a cette espèce d'angoisse que ressentent les personnages, que leur colère face à ce qu'ils considèrent comme une méprise de la médecine, renforce le diagnostic et finalement contribue à pathologiser encore plus leur comportement. Donc, il faut se demander si certaines contentions, pour en revenir à la contention, ne participent pas de ce cycle vicieux. Et puis le dernier point que je vais évoquer brièvement, parce qu'il est déjà 20h32 et qu'on doit libérer la salle, c'est la réflexion à avoir sur le rapport de la clinique à ses influences notamment sociales. Est-ce que, ça c'est une question aussi épistémologique, c'est-à-dire est-ce qu'on pense que la clinique doit être pure, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut viser un soin absolument pur, absolument dénué d'une préoccupation de la sécurité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut dissocier le soin d'un côté et la sécurité de l'autre, ou est-ce que le soin il n'est pas toujours pris dans des représentations sociales, dans des finalités sociales. Cela, ça a été dit également, les hôpitaux psychiatriques ne sont pas coupés du monde, les soignants vivent dans une certaine culture, notamment dans les violences, que ces violences soient réelles ou imaginées ou simplement crainte. Voilà, c'était le dernier point sur lequel je voulais insister. Je vous remercie beaucoup.